Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'Espace Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'affirme comme un lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales, à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines affectant les sociétés africaines. Le LASPAT se consacre à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres, tout en aspirant à proposer des réponses innovantes et adaptées à ces enjeux complexes. Le laboratoire se veut également comme un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, tout en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette série de séminaires consacrés à la patrimonialisation de Tombouctou, représentation, enjeux et défis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le troisième séminaire dont la thématique s'articule ainsi: l'architecture de Tombouctou, héritage et techniques de construction. Ce séminaire s'attachera à une analyse approfondie des techniques de construction traditionnelles de Tombouctou, en mettant en exergue l'importance de ces mausolées et mosquées. Nous aborderons également les défis contemporains auxquels fait face la conservation de ce patrimoine architectural. Pour éclairer cette problématique, nous avons l'honneur de recevoir M. Gonogo dit Fidèle Guirou, coordonnateur des projets au bureau de l'UNESCO au Mali. De 2015 à 2017, il a collaboré avec l'agence d'architecture Architer, où il était chargé des travaux de réhabilitation des monuments historiques de Tombouctou au Mali. Dans la même période, il a assuré les cours d'histoire d'architecture à l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme. De 2017 à 2021, il a assuré le poste de coordonnateur du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali auprès du bureau de l'UNESCO de Bamako. Dans le cadre du programme de réhabilitation mis en place avec la destruction de plusieurs biens culturels de Tombouctou, dont les mausolées, les monuments de l'indépendance, à l'effigie d'El Faro, la porte sacrée de la mosquée Sidi Yaya, la dégradation des mosquées d'Ingirebe, Sangoré et Sidi Yaya. De 2021 en nos jours, il assure le poste de coordonnateur des projets au bureau de l'UNESCO au Mali. Il est également membre de l'UCOMAS Mali, membre de l'Association des ressortissants de Banani. Il est aussi auteur d'un livre intitulé Architecture et patrimoine, patrimoine architectural Dogon, changement social et environnemental, édition universitaire européenne, parue en 2015. Je suis Aïssatou Diallo, allocataire de recherche au LASPAT et doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Centre d'études des religions à l'UFR CRAC. Et j'ai le plaisir de modérer nos échanges aujourd'hui. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier aujourd'hui de l'expertise de M. Gonogodi Fidel Guirou. Je vous invite donc à lui prêter une oreille attentive pour son intervention d'une quarantaine de minutes qui sera suivie d'une série de questions. Merci à tous pour votre attention et sans plus tarder, je cède la parole à notre invité, M. Gonogodi Fidel Guirou. La parole est à vous. Ok. Merci beaucoup, Madame Assetou, pour cette présentation. Bonjour tous l'auditeur et auditrices de cette conférence web. Merci à Assetou encore pour cette présentation précise, on va dire, sur ma personne. Et moi, je suis très heureux
de pouvoir partager mon expérience sur ce travail de restauration que j'ai pu mener d'abord sous le coupole de l'agence d'architecture Architère et ensuite sur la direction de l'UNESCO du bureau de Bamako pendant des années dans lesquelles j'ai pu travailler en tant que jeune architecte d'abord parce qu'au début, c'était sous la directrice, on va dire, de l'agence d'architecture Architère, qui m'a permis de découvrir Tombouctou, mais aussi en tant que jeune architecte, de mettre, comme on dit, hein, la main à la pâte sur cette richesse architecturale, mais aussi patrimoine culturel de la ville de Tombouctou. Donc aujourd'hui, c'est un grand immense pour moi de partager cette expérience du terrain, mais aussi d'apporter une analyse sur la base des constats durant ces travaux et aussi des autres étapes d'expérience acquises tout au long de ma carrière. Je souhaite remercier le labo LabSpat pour l'opportunité qu'ils viennent de m'offrir et aussi pour cette opportunité de partager les connaissances traditionnelles de l'architecture de Tombouctou et éventuellement parler de l'héritage de cette architecture. Je tiens à préciser que la globalité de mon intervention va baser sur vraiment des expériences sur le terrain, mes constats et aussi certaines initiatives prises au cours de ces différents travaux en tant que technicien dans le domaine, mais aussi en même temps en tant que coordinateur du projet. Donc, la présentation vous sera projetée sur un PowerPoint et que je vais commenter tout au long. Et comme Aïssatou en a dit, donc à la fin, je resterai à votre disposition pour des éventuelles questions après l'exposé. Donc, sur ce, je vais partager mon écran. Alors, donc, la thématique sur laquelle je vais m'étaler, il s'agit de l'architecture de Tombouctou, héritage et techniques de construction. Alors, donc, nous allons suffisamment parler de l'architecture de Tombouctou à travers la typologie, le métier d'architecte. À ce point, nous allons parler de la corporation des maçons qui ont une entité incontournable pour cette architecture de Tombouctou, l'organisation spatiale, les matériaux et l'évolution de cette architecture et les influences qu'elle a pu subir tout au long. Et nous allons éventuellement aborder la question des défis et perspectives et conclure sur des réflexions que je formulerai sous forme de recommandations. Donc, je tais au niveau de la situation géographique de la ville de Tombouctou. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, donc Tombouctou fait partie des 19 régions administratives de la République du Mali depuis 2023. Et la ville de Tombouctou est limitée par les régions de Taoudeni, Kidal, Gao, Douanza et Mopti vers le centre et Ségou. Et il fait la frontière avec la Mauritanie, un des pays limitrophes du Mali. Donc, la zone aujourd'hui de Tombouctou est considérée comme des villes du Nord et une zone désertique avec des végétations typiques de l'ère sahélien et des petits arbres. Donc, cette qualification, elle est importante et nous le verrons dans la partie architecturale, l'absence des arbres dans l'impact sur la construction et sur l'architecture de façon générale. Donc, son architecture est aussi liée à l'évolution historique de la ville. Donc, cette ville qui a marqué l'histoire du Mali, mais de l'Afrique de façon générale,
parce que Tombouctou, à travers l'université de Sankoré, a été un pivot de connaissances mondiales et qui était aussi une zone de convoitise dans la recherche, mais aussi sur l'enseignement scientifique, religieux, et aussi une zone importante de commerce international dans son évolution. Donc, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de, de, de domination que la ville de Tombouctou a vécu, hein, à travers plusieurs empires qui ont essayé de tous avoir le monopole de la ville de Tombouctou pour profiter suffisamment de ses connaissances, mais aussi pour sa richesse dans le domaine du commerce. Et cette convoitise mondiale a impacté sur son évolution architecturale que la ville a connue. Donc, la date officielle retenue pour les historiens pour la fondation de Tombouctou remonte à 1080. Et il y a également, avec les éléments marquants de cette évolution, il y a le voyage de l'empereur Kankou Moussa, qui est un des grands empereurs qui a aussi contribué à la révolution de l'architecture de Tombouctou. C'est à son retour de la pèlerinage qu'il a rencontré l'architecte Essaïli, qui l'a emmené de son retour de la Mecque pour la construction de la mosquée de Dingarebek, qui fait partie des 3 mosquées de la ville de Tombouctou et qui sont aussi classées sur la liste de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO. La mosquée de Sankoré également, construite dans les années 1430, qui fait partie également des 3 mosquées dont l'architecture sont spécifiquement caractérisées par un style de construction. Mais également, cette mosquée Sankoré affiliée à l'université Sankoré, très connue de la ville de Tombouctou, qui, dans son évolution, a marqué la posée de la ville de Tombouctou. Et également, il y a en 1440 la mosquée de Sidi Yahya, que vous le voyez ici, en 4e image, qui aujourd'hui a subi quelques modifications depuis la période coloniale, dont les structures ont été renforcées dans son évolution. Et un des éléments marquants, en 1988, donc la ville a été reconnue à travers ses différentes mosquées, mais aussi des mausolées, qui sont des éléments importants de cette architecture, a été classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, son architecture, comme je le disais, sont caractérisées par son histoire, son évolution à travers les changements et aussi les dominations que la ville a connues. Il y a la flexibilité pour son intégration et son adaptation, le mariage avec les autres styles et les aides des autres villes du Mali et la catégorisation sociale. Ce sont des éléments caractéristiques importants de l'architecture de Tombouctou. Donc, en parlant de l'architecture de Tombouctou de façon générale au Mali, nous avons un style d'architecture qu'on appelle l'architecture soudano-sahélienne, dont on attribue au style de ces différentes mosquées, mais aussi certains types de constructions au niveau de Tombouctou. Mais cette qualification de l'architecture soudano-sahélienne n'est pas propre à Tombouctou, mais une architecture qui va au-delà de cette région, mais aussi au-delà même du Mali. Pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest ont connu cette architecture. Mais ici, je veux parler de cette architecture sous autre forme, qui est pour moi les éléments spécifiques distincts qui caractérisent cette architecture. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, cette architecture sont symbolisées par des éléments d'ornementation, comme des pilastres ou des poteaux qui sortent en saillie ou avec des pinacles qui terminent sur les sommets des constructions.
Mais en analysant en profondeur cette architecture dans son évolution, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Vous voyez, hein? Donc ici, vous voyez que cette architecture est caractérisée par un certain nombre d'éléments qui est le dégagement des bâtiments, des constructions ou des murs face à l'exposition du soleil. Et dans cette configuration, comme vous le voyez ici, elle est marquée par cette protection absolue des murs des pièces à l'ensoleillement et avec des toitures débordantes qui, selon ma compréhension et les analyses que je pu faire en 2010 aussi lors d'une petite recherche dans ce domaine, m'a fait comprendre qu'elle a été suffisamment utilisée par les colons en s'inspirant de certains éléments de la culture euh, en tout cas existants au Mali, comme les Guinan-Dogon, c'est une des zones très connues également, c'est les Dogons, mais aussi sur les constructions de certains bâtiments ou des maisons de culte qui avaient des caractéristiques physiques d'ornementation, mais d'identification dans notre société traditionnelle. Et cette architecture qui s'appuyait sur ces éléments a également utilisé cette volonté de protéger toutes les constructions pendant cette période coloniale en lui dotant de hauteurs suffisamment élevées pour amortir la chaleur, mais aussi dégager tous les murs à l'exposition du soleil. Donc, c'était devenu un élément, un style en même temps et des principes de construction. Et à cela, il faut ajouter l'utilisation des matériaux locaux. Donc, selon ma compréhension également, que les pilastres aujourd'hui que nous constatons comme des décorations ou bien qui sont affiliés au style néo ou l'architecture soudanaise, dans la construction, la masse de matériaux, il fallait les réduire sur l'ensemble des constructions et donner de l'importance aux structures porteurs. Donc, après la construction, donc c'est débordement des poteaux ou des piliers qu'on peut qualifier. Donc, il fallait réduire ces épaisseurs et intégrer maintenant ces poteaux dans la décoration. C'est ce qui a un peu donné certaines structurations du style soudano-sahélien, composée avec les valeurs des éléments identifiants traditionnels. Donc, sur le plan organisation spatiale, la ville de Tombouctou, dans son organisation, ici, vous avez la Médina, donc, qui est la ville historique de Tombouctou. Cette ville, aujourd'hui, est étendue pas mal tout autour. Mais dans cette Médina, la construction était beaucoup plus dense avec des ruelles étroites. Et cette organisation spatiale aussi était faite de telle sorte que la ville puisse être protégée. Et comme certainement vous avez entendu parler que la ville de Tombouctou, c'est la ville des 333 saints. Et tout autour, sur cette image que vous voyez, la ville était entourée par des mausolées qui sont des mausolées des saints. Et dans la mémoire collective des Tombouctiens, ces mausolées sont des protecteurs de la ville et qui sont des endroits qu'ils vénèrent occasionnellement, mais pour certains de façon régulière. Et donc, du coup, cette disposition des mausolées autour de la Médina, pour eux, ça constituait une sorte de protection naturelle de la ville. Et donc, du coup, ces mausolées constituaient un élément important dans l'organisation spatiale de la ville de Tombouctou.
Donc, comme vous le voyez, la Médina ici, mais de nos jours, cette ville est élargie tout autour avec de nouveaux quartiers qui n'ont pas forcément le même style d'architecture ou de construction. Donc là, au milieu, une ancienne photo coloniale. L'architecture de la Médina était beaucoup semblable à celle-ci. Par contre, Tombouctou également aussi, c'est une zone d'habitation de d'autres euh, couches sociales qui sont en d'autres activités comme le pâturage. Pour eux, leur métier ne leur permettait pas de s'installer de façon permanente à un endroit donné. Du coup, ils avaient opté des constructions éphémères sous forme de ces tentes-là que vous voyez. Mais cette construction aussi, souvent, c'était adopté par aussi de façon soit imposée par des situations naturelles. En cas de sinistre, les gens pouvaient adopter cette construction pour pouvoir passer une période donnée et le temps de se trouver un abri convenable. Mais très souvent, c'est une construction pour des gens qu'on les qualifie de nomades. Donc, en termes d'organisation spatiale à l'échelle des familles, donc Tombouctou, avec Djenné, il faudra rappeler que ce sont tous les deux qui ont des médinas, qui sont des anciennes villes du Mali. Et à cet effet, ils avaient des modes d'organisation spatiale assez spécifiques au niveau de Tombouctou et Djenné. Parce qu'il y a il y a beaucoup de similarités par rapport à leur architecture. Donc ici, vous verrez avec moi que cette maison, de façon générale, l'organisation spatiale des constructions au niveau de Tombouctou sont composées de 7 éléments que vous voyez ici. Il y a toujours une cour centrale qui est l'élément, la pièce vitrine de la maison où tout se passe de façon générale. Et il y a le vestibule. Donc, le vestibule, dans la configuration de l'architecture de Tombouctou, il constitue un espace une zone tampon, mais aussi dans la tradition de cette ville, l'accueil euh, était très important pour eux et pour tous les visiteurs, sachant que c'est une ville de commerce, une ville de connaissances, une ville où on apprenait, mais aussi une ville religieuse. Donc, du coup, l'étranger a toute son importance dans leur organisation spatiale. Donc, du coup, pour eux, l'accueil de tout visiteur était l'objet de considérer, de donner une importance capitale à cet étranger. Donc, ça constituait un espace tampon pour, pour les pièces où on recevait rapidement une personne. Et en même temps, c'est pour permettre également aux occupants, dès l'entrée d'une personne dans cette cour, de se préparer à recevoir cette personne dans le bâtiment. Il y a également le séjour qui est l'espace de détente et en même temps de réception, de vie en pratique, parce que les cours sont quand même petites, il faut le reconnaître. Donc, naturellement composé de la cuisine, les chambres et les toilettes et les terrasses. Donc, ces terrasses, comme je le disais, dans le style de l'architecture soudanaise, c'est des espaces très importants pour protéger l'exposition de ces concessions-là. Donc, les mêmes éléments, on peut les distinguer aujourd'hui aussi sur les bâtiments publics. Comme le voyez ici, nous avons les plans des 3 grandes mosquées de la ville de Tombouctou. Plus bas, nous avons le plan de la mosquée d'Ingareber, dans lequel vous avez ici la partie noire qui sont l'espace de prière, dans lequel vous trouverez des piliers qui constituent la structure, la squelette du bâtiment, une cour centrale
Et tout autour, vous avez des galeries qui sont construites et une cour également intérieure. Donc, de la même manière, vous avez ici le plan de la mosquée de Sankoré. Donc, ici, vous avez son architecture caractéristique qui symbolise la mosquée de Sankoré, son minaret, la cour centrale et l'espace de prière avec aussi une petite cour là et des galeries. Et ici, vous avez l'espace de prière des femmes. Et de la même manière, ici, la mosquée de Sidiya, donc il y a son espace de prière là, une cour centrale, le minaret, donc il y a aussi qui sert de l'escalier pour accéder au toit, donc il y a le minaret. Donc, et une cour arrière qui est pour à l'époque qui servait de cimetière. Donc ici, c'est l'élément caractéristique que vous voyez dans chaque mosquée, vous avez des cours. Et cette cour-là, ces différentes cours servaient non seulement à des heures de prière vers le petit soir, donc les fidèles, quand sont pas très nombreux, le soir, ils utilisaient ces cours pour bénéficier de la fraîcheur. Et pendant la journée, comme les bâtiments avec les styles de construction et les modes de construction et les matériaux conservaient la fraîcheur à l'intérieur, donc on faisait les prières à l'intérieur. Et ces cours également servaient également d'accueillir plus de personnes quand les salles de prière sont débordées. Donc, l'élément de cours dans l'architecture de Tombouctou a toute son importance et constitue un élément quasiment spécifique dans toute leur architecture. Donc, les typologies des maisons, donc, dans la Médina, les types de construction sont plus ou moins identiques. L'organisation spatiale, comme je le disais tantôt, nous avons la cour centrale, le vestibule, les pièces vitales comme les chambres de séjour, mais certains éléments spécifiques faisaient la différence entre soit le statut du propriétaire ou la richesse du propriétaire, parce que les traitements des façades urbaines sur lesquels on donnait beaucoup d'importance à travers des types de traitements avec des débordements et les portes ou bien les menuiseries à travers lesquelles on pouvait aisément identifier la spécificité ou le statut social du propriétaire. Donc, comme vous le voyez ici, les types d'ouverture donc de l'architecture de Tombouctou. Et là, vous avez les éléments caractéristiques des portes spécifiques de Tombouctou qui ont sa décoration. Et toutes ces décorations étaient interprétées par les communautés. Donc, comme vous le voyez ici sur ce croquis, et j'ai essayé de faire le lien avec l'image réelle d'une porte sur laquelle vous avez là le algalim. Donc, il s'agit d'un clou qui est fait par donc, des forgerons. Et cet élément algalim-là, ça servait au chef de famille quand il arrive, il tape sur cet élément pour faire connaître aux occupants ou en tout cas à ceux qui sont à l'intérieur que c'est le chef de famille qui est arrivé. Et également, en fonction de fond de couleur que vous voyez ici sur cette porte-là, qu'elle soit bleue ou rouge, donc pour les Tombouctiens, ça donnait une identité ou un élément sur le rôle social du propriétaire. Et aussi au niveau des fenêtres, vous voyez que les modèles de fenêtres sont de telle sorte que dans le salon, les gens qui habitent, très souvent, vous pouvez rester à l'intérieur de leur pièce et voir à travers sans qu'on puisse les apercevoir. Donc, dans leur architecture, ils essayaient de donner certaines
protection vis-à-vis de leur mode de vie et de leur organisation sociale, je veux dire. Donc, ici, au niveau des façades, donc tantôt je parlais de Djenné dans la similarité de l'architecture de Djenné avec celle de Tombouctou. Comme vous le voyez ici, ces images, ce sont des images de construction spécifiques de Djenné, dont l'ornementation de la façade a des éléments distinctifs avec l'architecture de Tombouctou, mais en même temps, à Djenné, ces traitements avaient beaucoup plus encore d'attention parce qu'à travers ces ornementations faciales, ils déterminaient certains éléments distinctifs en termes de l'organisation sociale d'une famille donnée. Donc, sur le plan ornemental, donc, ici, l'ornementation n'est pas un élément étranger à la construction. Donc, ici, dans l'architecture de Tombouctou, aussi bien que Djenné, l'ornementation est intégrée dans la construction. Comme je disais, au-delà des menuiseries comme les portes et les fenêtres, ici, vous avez le plafond de la mosquée de Tingérébert. Donc, traditionnellement, ce plafond se faisait avec des bois, comme les éléments qui constituent n'ont pas changé, mais sauf que quand Aga Khan a intervenu dans la réhabilitation de cette mosquée que vous voyez ici, dans la couverture, ils ont intégré cette technique de couverture de la toiture qui par la suite a donné quelque chose de très beau et qui fait partie également maintenant des éléments d'esthétique. Les couronnements, comme vous le voyez ici, donc des mosquées, mais ici aussi sur la façade des maisons. Donc ces éléments qui symbolisent le style d'architecture, comme on le parle des éléments caractéristiques de l'architecture soudanaise, mais en même temps, ce sont des éléments par leur structuration donnent une esthétique spécifique à cette architecture. Donc du coup, ce sont des éléments utilitaires, mais en même temps, ils servent d'éléments d'ornementation. Ce qui, pour moi, je fais le lien avec un principe d'un architecte très connu, un architecte viennois qui s'appelle Adolf Loos, qui est très connu d'ailleurs à travers son livre qu'il appelait Crime et l'ornementation, parce qu'il considère que l'architecture doit être fonctionnelle et l'esthétique doit accompagner cette fonctionnalité. Et pour moi, cette architecture est totalement en phase avec cette disposition et cette vision de Adolf Loos. Alors, le métier d'architecte au niveau de Tombouctou, mais aussi je vais intégrer naturellement la ville de Djenné. Comparativement à beaucoup de villes, en tout cas au Mali, ce que je connais, la ville de Tombouctou est organisée, son architecture, on va dire, est protégée et organisée par une corporation qu'on appelle, au niveau de Djenné, c'est les Baritons, à Tombouctou, c'est la corporation des maçons. Et cette corporation, qui sont des détenteurs de savoir-faire importantes de cette architecture, mais aussi en même temps, ils sont des garants de cette architecture. Donc, du coup, dans l'organisation sociale même de la ville de Tombouctou, ces maçons sont souvent affiliés à des familles et qui, de génération en génération, sont les maçons titulaires d'une famille donnée ou d'un lignée donnée et qui organisent, en tout cas qui interviennent non seulement dans la construction, dans l'entretien, mais également dans certaines tâches quotidiennes de cette ville. Donc, les corporations des maçons, ce sont des entités
qui ont également des connaissances traditionnelles, on ne va pas dire empiriques, mais qui ont quand même, qui possèdent des connaissances qui leur permettent de travailler honnêtement sur le travail et de la construction, qui connaissent également la nature des matériaux qui sont très importants. Par exemple, dans la coupe des bois qui entrent dans les constructions, ces maçons possèdent des connaissances qui leur permettent de dire que tel bois, il faut le couper à tel moment, ou bien il faut le couper à telle période donnée, ou bien il faut le couper à telle période du mois, du début du mois, ainsi de suite. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de ces matériaux qui entrent dans les constructions. Mais au-delà de cette connaissance, également, ce sont des organisations qui veillent au bon fonctionnement du métier de construction et qui protègent ces savoir-faire. Parce que ça permet d'éviter que tout le monde puisse construire sans savoir, ou bien sans avoir les connaissances nécessaires pour ce travaux-là. Donc aujourd'hui, cette corporation peut être comparée à des ordres des architectes dans les pays, parce que qui réglemente le métier d'architecte, mais qui assure et font la promotion de cette œuvre. Donc aujourd'hui, la durabilité de l'architecture de la ville de Tombouctou est en partie liée, pour ne pas dire totalement liée à la survie de cette corporation, qui est un élément central dans la conservation et la survie même de cette architecture. Parce que, par exemple, certains matériaux, j'en reviendrai, certains matériaux comme alors qui sont spécifiques à cette zone, dont l'extraction demande également certaines connaissances et des périodes et certaines attitudes ou comportements à avoir dans l'extraction de ces alors. Donc, en termes de matériaux sur l'architecture de Tombouctou, comme toutes les villes, on va dire, ou en tout cas les villes africaines ou les villages, l'essentiel des matériaux qui entrent dans cette architecture, c'est la terre banco, la pierre alors de façon spécifique pour Tombouctou, les bois, donc qui servent de charpente dans ces travaux-là, mais également ça entre dans les éléments de décoration. Par exemple, peut-être sur la façade de la mosquée de Sankouré, vous voyez des pics de bois pour des non-initiés, qui sont des éléments décoratifs, mais dans l'architecture de cette mosquée. Donc, cet élément, ça existe à Gao également, sur le tombeau des Askia, qui sont des éléments utilitaires pour le fonctionnement de ces bâtiments, parce que ce sont qui servent d'échafaudage pendant les travaux d'entretien pour les maçons, mais aussi pour la communauté, et également qui servent également des éléments de décoration pour certaines façades que je vous avais présentées en amont. Donc la pierre alors, comme vous le voyez ici, donc c'est une pierre assez, on va dire, moins dure, en tout cas pour pouvoir le tailler avec des coupes-coupes, des machettes, afin de les façonner, comme vous le voyez ici, en carré ou en rectangle, et de l'insérer dans cette construction. Alors, il faut rappeler que cette pierre n'était pas aussi utilisée dans l'architecture de Tombouctou dès le début. Selon les informations que je dispose, elle a commencé à être utilisée dans la construction beaucoup dans la période coloniale, parce que ça servait à éviter l'intervention régulière, une intervention régulière pour l'entretien des maisons, des bâtiments publics, parce que l'architecture de terre, sa spécificité, c'est qu'une fois que vous l'utilisez, il faut absolument veiller sur elle, soit
après chaque hivernage ou chaque deux hivernages, il faut l'entretenir pour qu'elle puisse résister aux intempéries comme la pluie, voilà, qui sont souvent accompagnées des vents violents. Donc, il y a également le matériau de finition qu'on appelle la terre de Bourème, qui est très connu à Tombouctou, donc qui est un matériau très précieux. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est un des matériaux qui était utilisé d'après les informations qui étaient par les notables ou des bâtiments publics très importants pour montrer la noblesse de cet édifice. Parce que c'est un matériau dont l'utilisation demandait assez de moyens dans, dans sa pratique. Et donc, ce matériau était quasiment en voie d'abandon à Tombouctou, en tout cas, c'était très peu utilisé. Mais lors des travaux de réhabilitation des mosquées, des mausolées, mais un peu en avant le programme de réhabilitation avec Aga Khan, qui a fait ressortir ces matériaux et a commencé son application d'abord avec la mosquée d'Ingarever. Mais par la suite, lors de ces différents travaux, notamment à Sankoé, Sidi Yeya, mais aussi dans les mausolées, l'UNESCO a suffisamment utilisé ces matériaux euh, qu'on appelle la terre de Bourème. Alors, la terre de Bourème, le Bourème, c'est la zone de provenance comme de la carrière. Mais l'application s'est faite à travers un certain nombre d'éléments, à savoir donc, le matériau en question est extrait d'une carrière, comme vous le voyez ici, c'est un petit morceau. Mais après, il faut le piler et tamiser pour avoir des poudres fines, comme vous le voyez ici. Et pour son application, donc ici, j'ai donné quelques mesures de dosage. Il n'est pas mélangé avec de l'eau ordinaire, donc c'est avec l'eau du jus de gomme arabique, dont le dosage peut varier selon la ténacité ou l'endurance que nous souhaitons. Mais ici, dans le cadre de notre intervention avec l'agence d'architecture Architer, pour lequel je travaillais, donc nous avons ici les gommes arabiques, donc on utilisait 8 kg pour un fût de 200 litres et 6 kg de gomme arabique pour cette application intérieure. Et donc, une fois appliqué, donc déjà, ça donne une esthétique importante, mais également, ça donne une résistance et ça protège le mur contre les salissements également. Donc, c'est un matériau très important dans l'architecture de Tombouctou. Comme vous le voyez ici sur la façade de la bibliothèque Ben Essaouti à Tombouctou. Donc, le matériau peut être utilisé comme décoration, mais aussi de finition à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, cette architecture, comme je disais tantôt, a subi beaucoup d'influences, comme je dis, à travers l'évolution de style. Donc, du début, euh, c'était une construction d'habitation ordinaire, mais avec toutes les occupations que la ville a connues, et avec toutes les rencontres à travers l'université. Mais après, il y a eu la période des explorateurs, la période coloniale. Donc, durant cette période-là, l'architecture de Tombouctou aussi a évolué en termes de mode de construction, en termes d'usage des matériaux, en termes également de savoir-faire, en termes de décoration durant ces différentes périodes-là. Donc, les motifs de porte que vous le voyez donc, ont suivi cette évolution. Et la mosquée de Dingareber, donc l'architecture emblématique, par exemple, cette façade que vous voyez là, donc, qui révèle que ce sont des lettres arabes donc, qui sont sculptées ici.
et la composition volumétrique et souvent les éléments tirés du style soudano-sahélien exclusivement ou en grande partie utilisés par les colons dans cette zone et qui est par la suite répété ou approprié par les communautés. Il y a également les influences usuelles bon, qui, dans le temps, ces constructions n'étaient pas dotées des outils comme des labos, des lavabos ou des chaises turques que nous utilisons beaucoup aujourd'hui, ou l'intégration des installations sanitaires ou d'eau potable. Donc aujourd'hui, avec l'évolution et avec toutes les échanges avec le monde extérieur, dans nos architectures, il y a l'intégration de ces éléments utilitaires afin que ça impacte la durabilité de l'architecture en question parce que les installations qui déversent suffisamment ou beaucoup d'eau dans ces bâtiments, dont les traitements ne sont pas suffisamment intégrés ou bien l'évacuation ne sont pas totalement appropriées dans ces zones. Donc, ce qui fait que souvent certaines évolutions usuelles font que cette architecture aujourd'hui en souffre de certaines de ces évolutions, mais qui sont des évolutions qu'on ne peut en passer actuellement parce que tout le monde aspire à être dans ces nouvelles dominations. Donc ici, nous avons donc la construction ou la réhabilitation d'un mur donc dans la cour de la mosquée Sidi Eya. Cette image, je vous la présente pour un peu montrer la question de durabilité, mais la question de conservation qui pose énormément de problèmes. Mais ce mur qui, à son état initial, qui présentait ainsi, visiblement, on a l'impression que c'est quelque chose qui se porte en bien, mais elle a été suffisamment mise en danger par un niveau d'assemblement très élevé en arrière, ce qui poussait, exerçait une pression importante sur ce mur et qui menaçait les fidèles qui priaient dans la cour. Et donc, l'intervention de l'UNESCO pour la reconstruction de ce mur a nécessité un travail de réflexion et une synergie entre les experts de l'UNESCO et en même temps avec les maçons qui d'habitude, les murs qui subissent en tout cas des pressions de poussée du sable sont réparés d'une autre manière. Donc là, quand on a démoli pour reprendre exactement, pour donner le même aspect du mur, donc il a fallu travailler avec les maçons, mais avec les menuisiers pour refaire des relevés détaillés, mais aussi constituer des gabarits pour que à la fin, le travail puisse être vraiment identique à ce que nous avons démoli. Donc, en termes de défis et perspectives, donc pour moi, les défis et perspectives sont nombreux, mais pour un départ, comme je le disais, la question du métier d'architecte, dans le temps, c'est quasiment une sorte de service de réciprocité entre les maçons et les familles auxquelles ils relèvent, parce que s'agissait également de services de donner et de recevoir. Ces maçons travaillaient pour les propriétaires et au retour, ces propriétaires assuraient les besoins de cette famille sur peu importe leurs sollicitations, mais également ils jouaient un rôle important dans la société. Et en même temps, le fait que cette organisation était quelque chose d'identitaire et un métier qui faisait partie de cette organisation sociale, comme dans certains villages, vous avez des forgerons, des menuisiers qui font voilà, tel ou tel métier. Et donc les maçons, c'était dans la même configuration. Et cette reconnaissance faisait partie de l'héritage du métier.
et également le respect des engagements. Donc, ces métiers de maçon qui avaient son importance sur l'organisation sociale avaient également un lien étroit entre les propriétaires de ces maisons et la société et ces maçons-là. Donc, c'était un engagement moral au-delà du service dont l'exercice était fortement, il fallait le réussir, mais aussi de le faire correctement, parce qu'il ne dépendait pas de prestations, on va dire que liées à l'argent. Donc, dans ce cadre-là, le défi, ce sera la conservation de ce métier-là pour qu'elle puisse continuer à assurer la survie de cette architecture et de cette connaissance. Et il faut également la question de protection de ce qui est là, de ce qui existe. Donc, ils font partie des défis au niveau dans ce sens. Et la question de transmission. La transmission aujourd'hui pose énormément de problèmes parce que de plus en plus, comme je disais, avec l'avènement de nouveaux matériaux qui interviennent dans ces constructions, mais également cette envie de ressembler à toutes les villes comme ailleurs. Donc, les jeunes sont beaucoup plus orientés ou en tout cas convoités par des constructions en dur comme des ciments ou d'autres matériaux que les pratiques de construction traditionnelles. Donc, ce qui fait que cette transmission reste un défi majeur pour le cas de Tombouctou. Et pour la durabilité, et aujourd'hui, avec le changement climatique, et il y a un phénomène de la déperdition aussi de ce savoir-faire dans cette localité, ce qui fait que la durabilité de cette construction, l'ancien aussi bien que la promotion de nouvelles constructions dans ce domaine, constitue un défi important. Donc, de l'autre côté, le rôle du maçon est aussi en train d'être impacté par ce changement que nous subissons. Donc, aujourd'hui, les rapports de réciprocité ont plus ou moins changé parce qu'il s'agit de contrats, de services, parce que les maçons donc, interviennent comme des entrepreneurs, même si le rôle traditionnel est encore vivant, en tout cas à Tombouctou, c'est que nous saluons, mais qu'il faut nécessairement appuyer pour qu'elle puisse perdurer. Mais de plus en plus, la réciprocité ne sont plus dans la vision d'entraide, mais plutôt qui est plutôt monnaie. Et au niveau, ce n'est plus quelque chose d'identitaire, mais c'est devenu libéral, donc c'est plutôt optionnel. Et en termes du respect des engagements, dans l'autre, on avait beaucoup plus l'aspect moral, mais ici, c'est la question de capacité financière qui privilégie. Et dans ce cas également, on peut relever comme défi la question de cohabitation, la cohabitation entre cette mode de travail avant traditionnel lié à l'entraide et engagement moral, mais on est face à un engagement où l'argent va prendre le dessus. Mais également, il y a des changements en termes d'utilisation des matériaux. Donc, il faut une capacité de cohabiter ces deux éléments pour que ce qui existe puisse être conservé, mais en même temps, promouvoir comment on appelle, promouvoir la construction ou l'utilisation des matériaux locaux. Il y a la question d'adaptation et la réglementation. Parce que, comme je disais, donc, avec ces changements de vision, de comportement, donc la réglementation du métier nécessite et s'impose. Du moment où c'est le rôle de maçon familial sort, donc où on peut contracter avec d'autres ou d'autres peuvent intervenir à Tombouctou, il serait important de travailler sur la réglementation pour que le style de l'architecture de la ville puisse être suffisamment protégé, mais aussi promu. Et il y a également les questions de changement comportemental comme des hommes, mais aussi il y a le changement environnemental et l'envahissement du marché par d'autres types de constructions,
si les questions d'adaptation en termes de techniques d'intervention et d'appropriation de ces savoir-faire, il peut avoir des impacts sur l'architecture de la ville de Tombouctou. Donc, il y a également les défis liés à la dégradation des matériaux. Donc, comme je le disais, hein, Tombouctou, c'est une zone désertique et également l'envahissement à travers des déchets comme des déchets plastiques, ça c'est un autre facteur, mais ici il y a l'ensablement. Donc, les nuisances sonores sont des défis également. Et également les vibrations, parce une ville entièrement construite en terre et qui jadis on avait que des ânes et des animaux qui servaient les moyens de déplacement. Aujourd'hui, la ville est des moyens motorisés comme les voitures ou encore des engins lourds aujourd'hui avec la situation sécuritaire donc qui traversent ou bien qui circulent à proximité de cette architecture constitue un défi majeur. Donc, je conclue ici à travers quelques pistes de réflexion et également des travaux que l'UNESCO mène dans le cadre de la conservation des biens classés. Et à cet effet, pour nous, il y a une nécessité absolue de renforcer la capacité des maçons traditionnels sur ce qu'ils savent faire, mais aussi les difficultés liées au changement climatique et la déperdition de ces savoirs et la question de transmission. Donc, il est important d'organiser cette corporation, de les assister, de les appuyer pour qu'ils puissent s'adapter à ces nouveaux défis. La nécessité de mettre en place des programmes de recherche tels que l'APSPAD est en train de faire, qui est sanitaire. Donc, pour moi, au niveau local ou en tout cas au niveau des villes, que les techniciens spécialisés s'organisent et travailler en étroite collaboration avec ces maçons traditionnels qui encore, ils ont des personnes ressources qui peuvent encore nous aider à reconstituer ou encore à partager les informations. La formation également la création des plateformes d'information et aussi d'échanges entre peut-être la corporation de la ville de Tombouctou, mais aussi d'ailleurs, pour que les expériences puissent être partagées, mais comment mettre en lien leurs capacités d'opération. Et également, il faut travailler avec les institutions pour que la question de protection du patrimoine culturel puisse prendre de l'importance et la vulgarisation et l'appropriation des outils de conservation, je m'excuse, ce n'est pas concertation, mais c'est un outil de conservation et de promotion de cette architecture. Et dans ce cadre-là, dans le processus d'intervention de l'UNESCO a mis quelques outils, notamment le guide d'entretien qui avait été dont les travaux ont été coordonnés par Madame Mariam Si, donc de l'Agence d'architecture à travers la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali et des experts architectes pour questionner et interroger les anciens maçons et les familles pour savoir les recettes qui entraient dans les travaux et préparer avec eux des outils de mesure de ces matériaux-là afin de permettre aux jeunes générations de l'utiliser pour que ces connaissances puissent encore traverser le temps. Il y a également le manuel pour la conservation de la ville de Tombouctou que l'UNESCO a élaboré, donc dans lequel vous trouverez une analyse beaucoup plus objective et en même temps importante qui permet de vous donner un peu l'historique, les difficultés que cette ville traverse et la question des ressources humaines qui se pose. Donc, ce sont des outils pour le moment qui existent, mais aussi la ville de Tombouctou a quand même connu beaucoup d'écrits, des experts à travers le monde
mais il est important que ces différents écrits-là puissent servir aux chercheurs, mais également aux experts nationaux et de les extérioriser afin de voir comment utiliser ces différentes réflexions pour que l'architecture puisse être protégée mais et mise en valeur. Nous étions la semaine passée au Salon de l'architecture au Mali et on a noté, ou en tout cas il est ressorti qu'il y a encore pas d'éléments, on va dire, de principes architecturaux en Afrique, ou bien en tout cas de l'architecture traditionnelle. Donc les architectes et les spécialistes sont interpellés dans ce sens pour que nous-mêmes, nous puissions connaître davantage comment nos architectures sont structurées, nos sources d'inspiration et comment ils peuvent également servir d'éléments spécifiques qui interviennent dans notre construction. Et cette disposition ne peut pas être, en toi, ne peut pas être rendre possible si il n'y a pas une bonne connaissance de nos modes de vie, les réalités et les caractéristiques physiques des matériaux que nous avons et la capacité des ressources humaines qui pourront travailler en synergie entre architectes, maçons et d'autres qui interviennent dans le domaine de la construction. Donc voilà quelques documents qui m'ont permis de préparer cet exposé et je vous remercie pour votre attention. Donc encore une fois de plus, je regrette pour les petites couacs qui ont imposé l'interruption de l'exposé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vigo, pour la qualité de la présentation et la valeur des informations fournies. Nous allons à présent passer aux questions. Et à ce propos, vous pouvez prendre la parole pour lui poser la question directement ou écrire sur le chat. Je vais commencer par lui poser 2 ou 3 questions. Vous avez évoqué quelques techniques utilisées pour la construction dans l'architecture traditionnelle. Vous avez parlé d'architecture soudano-sahélienne. Mais euh, quelle est la particularité de Tombouctou en ce qui concerne la construction euh, architecturale? Est-ce qu'il y a un marqueur identitaire propre seulement à Tombouctou? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, alors, je ne sais pas si je réponds directement. Mhm. Oui, je parlais de l'architecture. Oui, Mais vous je pouvez peux. répondre, après, je vais vous poser d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Alors, la particularité de l'architecture de Tombouctou, c'est par rapport à ce traitement de façade et l'utilisation des matériaux comme la pierre d'alors, la terre de Bourème dont j'évoquais. Parce que la construction en terre, de façon générale, c'est une construction partagée par beaucoup de villes ou pays, de pays, ou en tout cas des villages en Afrique, et même au-delà, hein, c'est-à-dire qui est similaire à toutes les constructions traditionnelles. Mais à Tombouctou, les constructions, il n'y a pas, on va dire, une idée de façon spécifique pour dire que c'est un type de construction spécifique à Tombouctou. Mais ce qui était important, c'est l'organisation spatiale. En termes d'organisation spatiale, Tombouctou avait son identité ou une marque sur le plan organisationnel. Comme je parlais des vestibules, dans toutes les maisons, vous allez trouver des vestibules à Tombouctou. La cour intérieure dont j'évoquais, vous trouverez la cour intérieure dans toutes les concessions à Tombouctou. Et également la disposition des éléments, certains éléments, par exemple, au niveau des vestibules, vous avez quasiment un pilier central au niveau des vestibules. Et ce pilier central, selon les anciens, ça servait à observer la vue directe, hein,
c'est-à-dire quelqu'un qui passe devant la maison, il peut ne pas voir directement, avoir une vue directe hein, dans la cour ou en tout cas sur les intimités de cette famille. Par ailleurs, il y a des décorations spécifiques qui sont liées, comme les portes, les fenêtres, ils sont directement spécifiques liés à Tombouctou, qui sont liés à leur culture, qui sont liés à leur mode de vie, qui sont liés à leur artisanat. Par exemple, les portes Algaloum que je vous avais présentées, cette décoration et les éléments qui en constituent sont spécifiques à Tombouctou. Voilà. Donc maintenant, dans le temps également, par exemple, à Tombouctou, on utilisait des briques façonnées à la main. Et ça, c'est pas que propre à Tombouctou, mais qui était propre avant l'arrivée. Ça faisait partie des éléments d'influence parce qu'avant l'arrivée des moyens de confection des briques rectangulaires que nous connaissons, et on façonnait les briques à la main. Et des briques façonnées à la main avaient une exigence en termes de construction qu'il fallait monter de façon évasée pour que ces briques puissent être résister longtemps. C'est d'ailleurs ces briques-là, il s'avère que c'est des briques qui sont beaucoup plus solides que les autres. Donc voilà des éléments, il y a des spécificités de Tombouctou, comme je disais, comparées aux éléments du Soudano-Sahélien. Merci. Ma deuxième question, c'est comment articuler respect des méthodes constructives traditionnelles et intégration d'innovation de techniques contemporaines dans les projets de restauration à Tombouctou? Alors, cette dynamique, c'est aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire le lien entre les connaissances traditionnelles déjà répertoriées et connues au niveau de la ville, mais aujourd'hui, avec la déperdition des savoir-faire et aussi cette ouverture en termes de construction dans le monde, mais également des architectes qui commencent à intervenir, par exemple, dans la ville. Et avec tout le brassage qu'il y a eu, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer des points de réflexion et de travail conjoint entre les architectes et ces maçons-là pour définir des éléments qui peuvent permettre d'améliorer la qualité de l'architecture. Mais pour pouvoir aller dans ce sens, il faut nécessairement documenter les savoir-faire déjà existants et faire la connexion avec la formation classique des écoles pour que des éléments communs puissent être développés et utilisés. Et ça, aujourd'hui, au niveau de Tombouctou, c'est un élément qui est en marche à travers l'UNESCO, une fois de plus, que nous connaissons. Il y a dans chaque formation que nous essayons de mener, c'est de former les maçons traditionnels sur les exigences d'intégration des nouveaux matériaux dans l'architecture existante, mais également les recherches qui nécessitent pour que la durabilité des matériaux existants puisse être consolidée. Et à cet effet, il y a des travaux de réflexion et de recherche sur, par exemple, la qualité des enduits qui peuvent résister encore plus que ce qui est traditionnellement utilisé, et comment intégrer d'autres éléments ou des adjuvants ou des substances qui pourront renforcer la solidité des enduits. Et en termes de construction, il y a un jeune architecte que je connais, il y a M. Abdoulaye Sissé, que j'ai cité ici, qui a travaillé sur un document architecte et patrimoine, ville ancienne de Tombouctou, dans lequel il a proposé des modèles de construction et après avoir fait une analyse de l'état actuel et les difficultés que cette ville représente. Merci. Merci à vous. Et quels sont les acteurs locaux, nationaux et internationaux qui sont impliqués dans la préservation de ce patrimoine architectural? Bon, les acteurs, déjà, il y a le fait que la ville, à travers quelques biens, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Donc, déjà, on fait
on fait face à des spécialistes du monde entier parce qu'un site classé devient une cause pour l'humanité. Et dans ce cadre-là, les acteurs, ce sont des partenaires internationaux des États membres de l'UNESCO, donc sont tous des acteurs à travers l'UNESCO. Et le gouvernement qui a pris le soin d'inscrire le site sur la liste du patrimoine mondial et éventuellement les corporations des maçons, comme je l'avais évoqué, sont des acteurs clés et à travers les autorités locales. Mais aujourd'hui, je pense que des labos de recherche comme la vôtre et des écoles d'architecture doivent être des acteurs importants pour la question de la durabilité de cette architecture. Merci, M. Guiraud. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des personnes qui ont des contributions à faire ou bien des questions? C'est un peu coupé, pas bien entendu. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des personnes qui veulent faire une contribution ou bien poser des questions? Ah, OK. Donc, je reste à l'écoute si des contributions ou des questions. Il y a M. Mbakenya qui pose la question, la symétrie ou asymétrie de l'esthétique des édifices, l'influence du parcellaire sur l'architecture. La symétrie ou l'asymétrie de l'esthétique, pour moi, c'est une question. Alors, moi, je dirais la symétrie de l'esthétique des édifices parce que quand on essaye de voir un peu la configuration ou des façades des maisons à Tombouctou et la composition des éléments décoratifs qui sont utilisés, ils sont beaucoup plus sur le traitement façade. Hein. Il y a des éléments beaucoup plus liés à la symétrie. Hein. Donc, l'esthétique est plutôt partie de la symétrie. Donc, quand vous regardez les éléments au niveau des portes ou au niveau des fenêtres ou aussi au niveau de la façade, il y a un élément beaucoup plus lié par la symétrie. Donc, ça, c'est de mon point de vue au niveau de cette architecture. Alors, l'influence du parcellaire sur l'architecture. Donc, je ne dirais pas qu'il y a bon, l'influence du parcellaire, mais quelque part aujourd'hui, c'est humain. Donc cette évolution souvent forcée, on va dire forgée par les aléas à travers toute la dominance, la domination que la ville a subie, mais aussi euh, par des éléments de construction qui a évolué avec le temps. Je ne sais pas s'il faut le qualifier de parcellaire, mais cette influence était beaucoup plus tôt volontaire et aspirée par l'esthétique que cela peut-être qui se faisait refléter sur la communauté. Mais aussi, comme je dis, hein, cette ville, dans son évolution, a eu voilà, beaucoup d'habitants qui sont venus d'ailleurs, qui ont construit dans la zone, donc ils sont venus avec leur savoir-faire, mais aussi avec la réalité de mode de construction qu'ils ont essayé d'adapter. Parce que certes, ils avaient des connaissances de construction qu'ils avaient ailleurs, mais arrivé sur le lieu, la question ou la réalité des matériaux les imposait aussi à faire un lien, une cohabitation forcée entre le voulu et la réalité du terrain. Donc, c'est plutôt une question d'adaptation
et cohabitation en termes de mode de construction qui, à mon avis, je ne pourrais être qualifié de parcellaire. Je ne sais pas si je peux répondre à la question à la satisfaction Monsieur Nia, si vous de voulez vous l'auteur de la question. Ouais. prononcer là-dessus avant que l'on passe à une autre question. Oui, oui, en fait, bon, c'est vrai que j'ai voulu juste apporter une contribution en posant un peu ces questions-là parce que l'esthétique, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Et quand on regarde bien, on voit toujours que c'est symétrique. Il y a un axe au milieu, ce qui est à gauche et à droite, avec quelques nuances. Hein. De temps en temps, si on vous regarde Tombouctou, tout ça, vous verrez que bon, ça a l'air un peu symétrique. Mais si on regarde dans les détails, vous verrez bien qu'il y a quand même des. C'est pour ça que j'ai ajouté le mot asymétrique, quoi, pour dire que dans les détails, il y a quand même ce qui est à gauche n'est pas ce qui est à droite. Et ça, c'est bon. Moi, je suis architecte au Sénégal. Hein. Vous savez, nous, au Sénégal, on avait une loi sur l'architecture qui nous disait bon, il faut faire un peu de asymétrique. En même temps, il faut nous inspirer de l'architecture sudano-sahélienne. Tu vois, ça, c'est une loi hein, qui le disait. Mais bon, ces temps-ci, ça a changé. C'était pour juste pour dire qu'à un moment donné, on nous dit de nous inspirer de quelque chose, d'accord? Et c'est une loi qui l'imposait aux architectes. Mais l'autre élément, le parcellaire, quand je dis parcellaire, je parle des parcelles. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on regarde dans le passé, c'est des bâtiments assez monumentaux, quoi. Hein. Monumental, vous dites, dès que c'est symétrique, c'est monumental. Même si c'est tout petit, il y a le côté monumental qui revient. Et c'est ça un peu le. Maintenant, quand on est aujourd'hui dans une parcelle de 10 sur 15, voilà, est-ce qu'on est encore dans le monumental ou est-ce qu'on est dans le banal? C'est pour ça que j'ai parlé de parcellaire. La dimension des parcelles qui ont une influence sur l'architecture. C'est-à-dire que là, la grande mosquée, oui, c'est libre, il n'y a pas de limite et tout ça, même s'il y a une clôture, mais quand on est dans une petite parcelle, alors là, les choses se compliquent. Est-ce que maintenant les petites parcelles vont nous imposer de construire en ciment? Parce que les maisons maintenant sont collées, et quand c'est collé, comme il l'a dit, avec l'humidité, l'eau qui entre entre deux maisons, ça pose des problèmes. C'est pour dire que le parcellaire est en train de se réduire et en train d'avoir un impact sur la structure et en même temps sur les matériaux. C'est cette question-là que je voulais évoquer quand je dis parcellaire, quoi. Voilà, c'était ça. Hein. C'était juste pour montrer que il y a l'esthétique, mais en même temps, aujourd'hui, le parcellaire impose une esthétique et impose aussi des matériaux qui résistent à l'eau. Et là, on va vers le ciment, quoi. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je vous félicite pour l'initiative et je vous encourage à persévérer dans cette dynamique-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Niang, pour ces éléments-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Merci, merci, Madame la modératrice, messieurs les panélistes, Fidel Guiro, félicitations pour ta brillante communication. Voilà, donc je vais intervenir sur quelques points. Et je vais commencer d'abord par et la dernière question par rapport au- à l'influence voilà, du parcellaire sur la structure. Donc, comme vous le savez, le cas de Tombouctou aussi est un cas particulier. La ville, la Médina, qui est la ville traditionnelle qui est classée patrimoine national. Donc, dans la loi, on ne doit pas voilà, agresser voilà, le site traditionnel qui est là. Voilà, donc également, les dimensions des parcelles sont déjà connues et le style a été adapté à cela. Donc, pour ça, comme il a si bien dit, euh, pour éviter la déperdition ou bien l'agression ou minimiser l'agression, donc il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires. Donc, et comme il a si bien dit, l'UNESCO accompagne le gouvernement dans cette dynamique-là en renforçant les capacités des acteurs, notamment les maçons, également les entrepreneurs. Donc, également, il faut une sensibilisation.
une sensibilisation sur la réglementation en vigueur. Parce que c'est régi par la loi. Donc il faut que cette loi soit diffusée, connue par les acteurs qui agressent la structure là. Donc également dans le cadre de la conservation, la conservation de cette architecture aussi, il y a une nécessité aujourd'hui de promouvoir ou bien de redynamiser la participation communautaire aux travaux de conservation voilà, du patrimoine architectural tels que les crépissages traditionnels ou les crépissages périodiques des mosquées et des mausolées. Fidèle, bon, peut-être qu'il n'a pas pu souligner cet aspect-là, avec l'assistance, notamment les différents projets qui ont été conduits en faveur de l'architecture de Tombouctou, notamment les projets de réhabilitation de la mosquée de Djingareber par Aga Khan, également les travaux d'urgence conduits par l'UNESCO et ses partenaires à la suite de la destruction du patrimoine, les mausolées et autres à Tombouctou. Donc, ce côté de participation communautaire aux travaux est aujourd'hui un peu est menacé parce que depuis la réhabilitation des mausolées, la reconstruction des mausolées en 2015, de 2015 jusqu'en 2022, donc les communautés n'avaient pas intervenu sur ces mausolées en pensant que c'est toujours l'UNESCO où les partenaires doivent continuer à assurer l'entretien de ces mausolées. Donc à ce niveau, il y a vraiment nécessité de renforcer la sensibilisation dans ce sens et l'UNESCO aussi est dans cette dynamique grâce même à Fidel à travers ses missions qui a pu sensibiliser les responsables des mausolées qui a permis aussi qui les a permis d'intervenir sur certains mausolées en 2022. Voilà, donc également, je terminerai par certains défis, les défis liés au changement climatique, la pression démographique qui entraîne aujourd'hui euh, l'accès difficile des matériaux de qualité. Ça, c'est vraiment important. L'utilisation des matériaux durables dans la construction. Donc, comme il a si bien dit, les enduits sont fait avec soit des revêtements en pierre alhor. L'alhor aussi, il faut avoir la meilleure qualité ou la terre noire. Dont le plus recommandé, c'est les trucs de Kourémé. Fidèle, voilà. Fidèle pourra me compléter. Donc vraiment, il y a ces défis-là, en plus de l'aspect sécurité, l'insécurité qu'il a souligné. Aujourd'hui, avec ça, on ne peut pas garantir et voilà la conservation de ces patrimoines architecturaux qui est vieux et que à côté de ces bâtiments, de ces vieux bâtiments, il y a des engins lourds qui passent. Il a si bien dit, hein, il y a les risques de vibration également avec souvent les tirs. Il y a les attaques récurrentes dans la ville. Donc avec tous ces risques-là, donc ça peut impacter le patrimoine architectural. Voilà, donc vraiment, je tiens à remercier les centres pour cette belle initiative. C'est la deuxième fois que je participe à vos séminaires. Voilà, la première, c'était animé par Dr Banzoumana, qui est un de nos collègues, et la deuxième, c'est M. Fidel. Donc, je vous encourage à continuer dans cette dynamique-là pour vraiment réfléchir à des solutions pour les défis contemporains auxquels notre riche patrimoine culturel qui fait la fierté de l'humanité fait face. Je vous remercie. Merci beaucoup, Modibo, pour ces éléments enfin, de complément d'information.
qui effectivement les défis d'accès aux matériaux et aussi des impacts déjà évoqués, mais liés à la situation sécuritaire et aussi des situations en termes de ressources humaines aujourd'hui liées, comme je disais, hein, à cette libéralisation du métier de la maçonnerie. Ce sont des défis qui restent effectivement à relever. Mais comme je le disais, hein, pour moi, c'est une question de synergie d'action qu'il faut nécessairement développer à travers des labos comme celle-ci, mais également intéresser suffisamment des écoles techniques et aussi des écoles spécialisées pour que nous puissions mener nos propres réflexions en fonction de nos besoins. Et pour cela, il faut aller au-delà des rencontres ou des échanges verbaux. Euh, il faut, il faut des synergies de travail, d'expérimentation sur le terrain, des labos spécialisés dans les analyses des matériaux pour voir les évolutions et voir comment s'y adapter. Monsieur Yang qui parlait des contraintes parcellaires qui sont tous aujourd'hui des défis parce que ces villes, jadis, c'était des villes où encore il n'y avait pas cette organisation ou réglementation spatiale. Et aujourd'hui, ces villes sont soumises à des contraintes euh, d'organisation spatiale, réglementation en vigueur, ne serait-ce que même le fait que le site soit inscrit aujourd'hui présente encore pour ces maçons traditionnels un élément important de contrainte parce qu'ils ne peuvent plus agir dans cette liberté qu'ils avaient dans le temps. Donc, il faut un travail d'adaptation avec ces maçons sur la compréhension même de la vision de protection universelle d'un site, les exigences qui vont avec. Et aujourd'hui, comme je dis, hein, cette envie obsessionnelle des habitants, parce que la Médina, comparativement à d'autres, ce sont des Médinas qui sont encore habités par les communautés, qui aspirent à cette nouvelle mode de vie comme nous autres, qui ont envie d'avoir comme on dit, des salles de bain modernes avec toutes les installations ou commodités qu'il faut, dont les maisons ne sont pas totalement en phase avec cette disposition. Il y a également ces besoins en termes d'installation d'électricité, des internets, la télévision, et aussi d'avoir certaines commodités usuelles des maisons que nous avons dans nos villes, que ces gens aussi aujourd'hui aspirent à avoir. Donc, je pense qu'il y a un travail d'adaptation, de réflexion à comment répondre aux attentes de ces communautés et en même temps penser à la conservation du style architectural sans lequel aussi la, la, la notoriété de la ville peut être affectée. Donc, je pense qu'il y a une nécessité absolue de converger les réflexions, mais de multiplier des espaces de travail technique en synergie entre des différentes spécialités euh, pour que cette architecture puisse encore nous émerveiller, mais aussi sa vitalité, mais aussi ces éléments spécifiques puissent nous inspirer dans nos réflexions architecturales, que nos villes puissent refléter, hein, que nous venons quand même des pays ou des villes qui avaient encore une histoire d'architecture qui avait toute son importance et qui avait ses spécificités qui nécessitent d'être valorisées et promues. Voilà un peu quelques commentaires complémentaires que je voulais ajouter à l'intervention de mon collègue Modibo. Vous et M. Bagayo. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance qui veut poser une question?
Un dernier mot, Monsieur Guirou, apparemment, il n'y a plus de questions. Ok, merci beaucoup, Madame Setou, pour cette modération. Et je tiens à remercier le chef du bureau qui m'a autorisé à prendre part à cette conférence et à tous mes collègues qui m'ont aidé dans la préparation de cette conférence. Et également vous remercier de nous avoir donné cette opportunité à partager nos expériences, mais aussi nos réflexions sur l'architecture de Tombouctou, qui aujourd'hui, comme beaucoup de villes, traverse des difficultés. Et il est de notre devoir, chacun à son niveau, sa spécialité, de contribuer à la protection et à la conservation de cette belle architecture, qu'elle puisse nous servir d'élément d'inspiration pour l'essor de l'architecture africaine en général, mais également les connaissances qui sont issues de cette architecture, qui peut nous servir d'éléments aujourd'hui spécifiques, identitaires de notre architecture, que ça peut être à Tombouctou ou ailleurs. Mais je suis heureux également peut-être de terminer par ça. Et après les travaux de réhabilitation, certains éléments qui ont été développés dans cette architecture, notamment l'utilisation de la terre de Touraine, et sont aujourd'hui en train d'être exportés au-delà de cette ville, qui est, à mon avis, un élément important pour que ce matériau puisse être un élément homologué pour le Mali et que ça puisse servir au-delà de la ville de Tombouctou. Sur ce, je remercie à l'assistance pour leur disponibilité et le temps qu'ils ont accordé à nous écouter. Nous les remercions tous. Merci, c'est tout, et à tout le monde. Merci à vous également, Monsieur Guirou, et merci beaucoup à toute l'assistance. On se dit au revoir.